toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la troisième séance de fiscalité de l'entreprise et qui sera consacrée à la suite de l'impôt sur les sociétés. Donc, après le traitement fiscal des dons, il y a les primes d'assurance. Alors, lorsque ces primes sont liées à l'exploitation de l'entreprise, sont liées à l'activité de l'entreprise, ils sont déductibles. Pour l'impôt et taxes, généralement, la taxe professionnelle, la taxe sur les services communaux, également parfois les droits d'enregistrement et de timbre, et la vignette, par exemple, sont des impôts et taxes déductibles, à l'exception de l'IS, l'IS avec bien sûr les acomptes provisionnels, la cotisation minimale. Il y a également l'IR sur salaire et la TVA. Alors ce sont des impôts je dirais, non déductibles et donc à réintégrer fiscalement. Vous avez les charges de personnel, tout ce qui est rémunération de personnel, ce sont des charges déductibles. Les dotations d'exploitation, généralement déductibles, mais en respectant un certain nombre de conditions. Pour les dotations aux amortissements, il y a 4 conditions à respecter pour qu'ils soient déductibles. D'abord, les amortissements doivent correspondre à des éléments inscrits en actifs immobilisés, c'est-à-dire ils doivent être enregistrés comptablement, les immobilisations, pour qu'ils soient déductibles. Et également, les dotations aux amortissements doivent être également comptabilisées pour que les dotations aux amortissements soient déductibles. Les amortissements doivent correspondre à des immobilisations dépréciables et calculées conformément aux dispositions fiscales. À des immobilisations dépréciables, parce qu'il y a des immobilisations non dépréciables, je donne l'exemple des terrains, à l'exception bien évidemment des terrains de gisement et de carrière. Les terrains généralement ne sont pas dépréciables, on peut appliquer la provision, mais on ne peut pas appliquer l'amortissement. Et calculer conformément aux dispositions fiscales, là, vous avez 2 méthodes de calcul d'amortissement. Vous avez la méthode linéaire ou constante et vous avez la méthode dégressive. Alors, pour la méthode dégressive, elle est cadrée par la loi, par le Code général des impôts. Alors, quand est-ce qu'on peut appliquer l'amortissement dégressif? Alors, l'entreprise peut pratiquer l'amortissement dégressif pour les biens d'équipement qui se déprécient rapidement suite à l'usage important ou un progrès technique rapide. Et comme vous le savez, il y a 3 coefficients pour déterminer l'amortissement dégressif. Vous avez le coefficient de 1,5 si la durée d'amortissement est entre 3 ou 4 ans. Si entre 5 et 6 ans, on applique le coefficient 2. Et si la durée d'amortissement est supérieure à 6 ans, on applique le coefficient 3. Alors certains biens sont exclus de l'amortissement dégressif, notamment les immeubles, les véhicules de transport de personnes, les biens d'occasion et bien évidemment les biens dont la durée est inférieure à 3 ans. Nous avons également le traitement fiscal des amortissements relatifs à l'acquisition des voitures de tourisme. Alors, le prix d'acquisition d'une voiture de tourisme ne doit pas dépasser 300 000 dirhams TTC pour que l'amortissement sur cette voiture de tourisme soit déductible. Alors, s'il dépasse 300 000 dirhams TTC parce que la TVA n'est pas récupérable sur les voitures de tourisme, et bien sûr, le taux maximum appliqué est de 20%. S'il dépasse 300 000 dirhams TTC ou bien le taux de 20%, à ce moment-là, la différence à réintégrer fiscalement. Nous avons l'exemple suivant, une société qui a acquis en janvier 2019 une voiture de tourisme à 400 000 dirhams TTC, qu'elle amortit à 20%. Alors, on demande de calculer le montant de la dotation aux amortissements fiscalement déductible au titre de l'exercice 2019. Eh bien, le montant maximum à ne pas dépasser, bien sûr, c'est 300 000 dirhams TTC. Avec les 20%, donc on a l'annuité d'amortissement déductible de 60 000 dirhams. L'annuité d'amortissement comptable, qui a été appliquée par l'entreprise,
400 000 multiplié par 20%, ça vous donne 80 000. La différence à réintégrer, donc 20 000 dirhams à réintégrer lors du passage du résultat comptable au résultat fiscal. Pour les taux admis fiscalement, la note circulaire 2011, alors pour chaque actif, il y a un taux qui est admis fiscalement. Alors si l'entreprise applique un taux supérieur au taux admis fiscalement, donc à ce moment-là, au cas de contrôle fiscal, la différence à réintégrer. Alors pour les immeubles d'habitation et à usage commercial, le taux généralement admis 4% et ainsi de suite. Et vous avez par la suite le matériel roulant, c'est entre 20 à 25%, et les outillages de faible valeur, le taux admis fiscalement est de 30%. Alors pour les dotations en provision, il y a 5 conditions à respecter. D'abord, la perte ou la charge provisionnée doit être elle-même déductible. Et nous avons ici la règle de l'accessoire qui doit suivre le principal. Alors, deuxième condition, alors je reviens à la première condition d'abord. Alors, la perte ou la charge provisionnée doit être elle-même déductible. Nous avons les amendes et les pénalités réglementaires ne sont pas déductibles fiscalement, d'après le Code général des impôts. Alors, si on applique une provision sur les amendes et les pénalités réglementaires, ici nous avons l'accessoire suit le principal, et donc il ne sera pas déductible fiscalement et donc à réintégrer. La perte ou la charge doit être nettement précisée, implique qu'elle soit individualisée. Par exemple, une créance, pour qu'une créance soit provisionnée, il faut qu'elle soit précise, c'est-à-dire justifiée par une facture et individualisée. La facture concerne un client, voilà, désigné. La perte ou la charge doit être probable et non pas éventuelle, il ne doit pas être aléatoire. La perte ou la charge doit avoir son origine dans l'exercice de rattachement. Et là, vous avez le principe de spécialisation des exercices qui doit être respecté, que ce soit pour les amortissements ou les provisions. Et bien évidemment, les dotations aux provisions doivent être effectivement comptabilisées. Il y a certaines provisions qui sont exclues de droit à déduction, d'après le Code général des impôts. On trouve parmi ces provisions les provisions pour amende pénale ou fiscale, les provisions pour propre assureur, les provisions pour garantie donnée aux clients et les provisions devenues sans objet. Alors, passons maintenant aux charges financières. Au niveau des charges financières, nous avons les charges d'intérêt. Et les charges d'intérêt, lorsqu'ils sont dus au tiers, et sont déductibles, à condition que les emprunts, bien sûr, doivent être liés au financement doivent être servis au financement de l'entreprise et donc liés à l'exploitation de l'entreprise. Ça, c'est, si vous voulez, le financement externe. Mais on peut recourir au financement interne à travers, c'est-à-dire, vous allez trouver ici que les associés qui vont prêter l'argent à la société en contrepartie des intérêts. Alors, les intérêts rémunérant les comptes courants des associés, pour les besoins, bien évidemment, de l'exploitation, sont déductibles, mais à condition. Le capital social doit être totalement libéré. Sinon, on doit réintégrer la totalité du montant des intérêts. Deuxième condition, le montant total des sommes portant intérêt déductible ne doit pas dépasser le montant du capital social. Sinon, la différence à réintégrer. Troisième condition, le taux pratiqué. L'entreprise ne va pas appliquer un taux aléatoire comme ça, 20-30%. Non, le taux, il est cadré par le ministère des Finances et chaque année publie, voilà le taux d'intérêt qui doit être pratiqué par l'entreprise. Et donc, le taux appliqué par l'entreprise ne doit pas dépasser le taux fixé par le ministère de l'économie et des finances. Alors, si cette condition n'est pas respectée, la différence à réintégrer. Nous avons l'application suivante. Une société à responsabilité limitée au capital de 1 200 000 dirhams, dont le capital est entièrement libéré, a emprunté auprès de l'un des associés un montant de 1 600 000 dirhams au titre de l'exercice N.
Cet emprunt a été rémunéré au taux de 10%. Alors, deux questions. Quelle écriture extra-comptable s'imposerait si le taux autorisé par le ministère des Finances est de 3%? Et deuxième question, quelle serait l'écriture si le capital n'est pas totalement libéré? Donc, on est dans l'hypothèse, le capital n'est pas entièrement libéré. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien. Alors, pour la réponse à la première question, nous avons le compte courant associé, c'est de 1 600 000 dirhams, et donc il dépasse le montant du capital social. Et là, donc, la deuxième condition n'est pas respectée. Et troisième condition, la même chose, n'a pas été respectée. Pourquoi? Parce que le taux pratiqué par l'entreprise, c'est de 10%, alors le taux fixé par le ministère des Finances est de 3%. Donc, deux conditions ne sont pas respectées. Alors, la solution, si le capital est entièrement libéré, alors à ce moment-là, il faut calculer le montant maximum des intérêts fiscalement déductibles. Alors le montant maximum, je prends le montant du capital social qui ne doit pas être dépassé, c'est 1 200 000 dirhams, et le taux pratiqué par le ministère des Finances, à ne pas dépasser, c'est 3%. Donc 1 200 000 dirhams multiplié par 3%, nous avons un montant de 36 000 dirhams. Donc on ne doit pas dépasser 36 000 dirhams. Mais l'entreprise a enregistré comptablement 160 000 dirhams, c'est-à-dire 1 600 000 dirhams fois 10%. Et donc la différence à réintégrer, c'est-à-dire la différence entre 160 000 et 36 000 dirhams à réintégrer fiscalement. Deuxième hypothèse, si le capital n'est pas entièrement libéré, à ce moment-là, la totalité des intérêts octroyés à l'associé doit être réintégrée au résultat fiscal, soit 1 600 000 dirhams multiplié par 10% est égal à 160 000 dirhams. Donc 160 000 dirhams des intérêts doivent être réintégrés fiscalement. Pour les autres charges financières, on peut trouver les pertes de change. Les gains de change, on a dit que ce sont des produits financiers. Les pertes de change, également, ce sont des charges financières qui sont déductibles. Les dotations financières sont déductibles. Et même les autres charges financières sont déductibles fiscalement. Pour les charges non courantes, on trouve la valeur nette d'amortissement, les dotations non courantes, les autres charges non courantes qui sont déductibles. Et pour les charges non déductibles, d'après l'article 11 du Code général des impôts, cet article est extrêmement important et qui nous montre, voilà les charges qui ne sont pas déductibles et donc à réintégrer directement. Donc on trouve d'abord les amendes et les pénalités sur les infractions aux dispositions législatives et réglementaires. Donc les amendes et les pénalités réglementaires ou législatives. On trouve par exemple les amendes fiscales, par exemple paiement, si vous voulez, d'une majoration sur la TVA, par exemple. Ça, c'est, si vous voulez, pénalité réglementaire. Également, le Conseil de concurrence réglemente les prix et donc ils peuvent appliquer des majorations également et des pénalités sur la question des prix. Également, la réglementation du travail doit être respectée, sinon il y a des majorations et des pénalités. Et l'office de change, et là vous avez l'office de change qui veille sur, si vous voulez, la réglementation de change, sinon il y a des pénalités, des majorations ou des amendes, des infractions routières également, et donc tout ce qui est réglementaire, des amendes, des pénalités réglementaires ne sont pas déductibles et donc à réintégrer fiscalement, contrairement aux amendes et pénalités contractuelles qui sont déductibles fiscalement. Alors, toute dépense réglée en espèces, dont le montant facturé est égal ou supérieur à 5 000 dirhams TTC par jour et par fournisseur, et dépasse 50 000 dirhams TTC par mois et par fournisseur, selon la loi de finances 2020. Selon la loi de finances 2020. Alors, selon la loi de finances 2019. Mais avant 2019, au lieu de 5 000 dirhams, c'était 10 000 dirhams, et au lieu de 50 000 dirhams, c'était 100 000 dirhams. Alors là, donc, si vous dépassez, si vous réglez une dépense, non pas par un chèque barré non endossable, par virement bancaire ou par carte magnétique, etc.,
vous réglez en espèces à ce moment-là d'un montant supérieur à 5 000 dirhams TTC, la différence à réintégrer. Alors, toute charge non justifiée par une facture. Alors, si une charge n'est pas justifiée par une facture, alors là, c'est une charge à réintégrer, donc une charge non déductible. Le montant des achats et des prestations revêtant un caractère de libéralité, c'est-à-dire sans contrepartie. L'exemple, on a les cadeaux publicitaires dont le prix unitaire est inférieur à 100 dirhams. Et donc, ça, il a un caractère, dont le prix est supérieur à 100 dirhams, a un caractère de libéralité. Rémunération d'un salarié, mais qui ne travaille pas dans l'entreprise. Également, c'est un caractère de libéralité, donc à réintégrer, c'est une charge non déductible. Maintenant, on arrive au point du déficit reportable. On a dit que pour déterminer le résultat fiscal net, à titre de rappel, c'est le résultat comptable avant impôt, c'est-à-dire l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges, plus les réintégrations, ce sont les charges non déductibles, moins les déductions, ce sont les produits non imposables, moins le report déficitaire. Alors, quel est le traitement fiscal des reports déficitaires? Alors, au niveau du déficit, il faut distinguer entre le déficit lié à l'exploitation, qui est reportable pour un délai de 4 ans, donc il a un délai de prescription de 4 ans, et vous avez le déficit lié à l'amortissement qui est reportable sans limite, à condition, bien sûr, que la dotation soit comptabilisée. Et la priorité dans l'imputation est donnée au déficit d'exploitation. Donc, nous avons l'application suivante pour mieux comprendre cette partie d'imputation du déficit. Nous avons la société qui est imposable à l'IS a dégagé un résultat brut fiscal de l'année N de 150 000 dirhams. Cette société a été fiscalement déficitaire durant les années précédentes. Les déficits antérieurs se présentent de la façon suivante. Donc, vous avez les déficits liés à l'exploitation. Pour N-5, par exemple, 35 000. Pour N-1, 8 000. Et vous avez le déficit qui est lié à l'amortissement. Pour N-5, c'est 15 000. Et pour N-1, c'est 18 000. On vous demande de calculer le résultat fiscal net de l'année N. Donc, le déficit fiscal de N-5, 50 000, il est réparti de la façon suivante. 35 000 liés à l'exploitation et 15 000 liés aux dotations, aux amortissements. Bien. Alors, pour calculer le résultat fiscal net, nous avons le résultat brut fiscal, c'est-à-dire résultat comptable plus réintégration moins les déductions. Je vais commencer par N-4 et non pas N-5 parce que la durée de prescription est de 4 ans. Et je commence par la priorité donnée au déficit lié à l'exploitation. Donc, 150 000 moins 25 000, le reste moins 20 000, le reste moins 22 000, le reste moins 8 000, et qu'est-ce qu'il me reste? 75 000. Donc, le reliquat après l'imputation des déficits hors amortissement, c'est-à-dire les déficits liés à l'exploitation, est de 75 milliards. Maintenant, je passe au déficit, à l'imputation des déficits des amortissements. Et nous avons le montant de 15 000, 35 000, 22 000, et je m'arrête dans N-2, où il me reste juste 3 000 dirhams qui sera reportable pour la période suivante. Donc, résultat fiscal net est nul. Donc, l'entreprise doit payer la cotisation minimale, le minimum à payer. Alors, pour la période et le lieu d'imposition, la période d'imposition, si vous voulez, c'est une année. L'exercice ne peut pas dépasser 12 mois. Ça, c'est la période normale. Mais en début ou fin d'activité, il y a des exceptions. L'exercice peut être inférieur à 12 mois. Pour le lieu d'imposition, c'est le lieu du siège social ou le lieu du principal établissement au Maroc pour les sociétés étrangères. Alors, pour les taux d'imposition, nous avons maintenant le barème progressif. L'IS était proportionnel avant, mais donc, selon la loi de finances 2019, vous avez le barème progressif suivant. Donc, je vais vous présenter les taux d'imposition de l'année 2019 et puis on va voir les taux d'imposition de l'année 2020. Alors, pour l'année 2019, vous avez trois taux, 10%, 17,5% et 31%. Et puisque l'IS est progressive, on doit déterminer le montant à déduire. Et vous avez les montants à déduire qui sont fixés. Pour le taux de 10%, c'est montant à déduire est nul.
Et pour le taux de 17,5%, nous avons un montant à déduire de 22 500. Et bien sûr, le montant à déduire change avec la variation de taux d'imposition. Et pour le taux de 31%, nous avons 157 500. Alors, on va payer 10% si le bénéfice est inférieur ou égal à 300 000 dirhams. S'il dépasse 300 000 dirhams, on va payer 17,5%, sans oublier le montant à déduire. Et ainsi de suite. Pour l'année 2020, ce qui nous intéresse le plus, alors vous voyez que le changement du taux de 17,5% au taux de 20%. Et vous voyez que également le montant à déduire a changé. Il a passé de 22 500 à 30 000 dirhams. Et pour la deuxième tranche et pour la troisième tranche, vous avez 140 000 dirhams pour un taux de 31% si le bénéfice net dépasse 1 million du dirham. À noter également que le taux normal reste proportionné pour les établissements financiers, le secteur financier, les banques, les assurances, etc. Le taux appliqué, c'est 37%. Ça, c'est, si vous voulez, pour les activités commerciales de services, etc., mais pour les activités industrielles. Alors, pour booster l'industrie au Maroc, une réduction d'impôts a été accordée à ce secteur, et donc il y a un taux de 28% avant le taux de 31%. Alors, vous avez 10% toujours et 20%, mais le taux 28% au lieu de 31% s'applique au bénéfice net qui varie entre 1 million 1 dirham à 99 millions 999 000 et 999, c'est-à-dire inférieur à 100 millions du dirham. Si on dépasse 100 millions de dirhams, on applique le taux de 31%. Donc, le traitement à part du secteur industriel. Après l'exonération, bien sûr, de 5 ans, après, il y a des taux de 10, 20, 28%. Et s'il dépasse 100 millions de dirhams, ou égal à 100 millions de dirhams, à ce moment-là, on applique le taux de 31%. Nous avons également le taux spécifique. Et nous avons le taux de 15% qui est applicable, à titre de rappel, aux entreprises qui sont installées dans les zones d'accélération industrielle, qui ont remplacé les zones franches d'export, après 5 ans d'exonération totale. Donc après 5 ans, on doit payer à l'État 15%. Et pour les sociétés de services qui ont le statut de CFC, également, on applique le taux de 15% après les 5 ans d'exonération. Pardon. Alors, pour le calcul de l'IS théorique, alors d'abord l'IS, il est calculé de la façon suivante, c'est le résultat fiscal multiplié par le taux de l'IS moins la somme à déduire. Nous avons l'exemple, en 2020, le résultat fiscal net de la société Samex s'élève à 2 millions du dirham, calculé l'IS théorique de la société pour l'année 2020. Nous avons deux méthodes pour calculer l'IS théorique, soit la méthode de calcul par tranche ou la méthode de calcul rapide. Alors, la méthode de calcul par tranche, on va prendre la première tranche entre 300 000 et 0, donc 300 000 moins 0, c'est 300 000. Le taux appliqué, c'est 10%. Donc, on ne va pas introduire les sommes à déduire dans le calcul de la méthode de calcul par tranche. 700 000, c'est-à-dire 1 million moins 300 000, c'est 700 000 fois 20%. Et étant donné ces 2 millions du dirham, donc le reste, c'est combien? C'est 1 million. 1 million, on va appliquer le taux de 31%. Et voilà la progressivité. Pour la méthode de calcul rapide, il suffit de faire 2 millions multiplié par 31%, moins la somme à déduire 140 000 dirhams, et donc est égal à 480 000 dirhams. Pour la retenue à la source, donc il y a le taux de l'IS de droit commun normal, il y a également ce qu'on appelle la retenue à la source qui s'applique aux produits financiers. Et notamment, vous avez les produits des actions, les produits de placement revenus fixes, etc. Et également, il s'applique aux revenus, donc revenus générés par les sociétés étrangères. Alors, vous avez les produits des actions et parts sociales. Les parts sociales, c'est pour les sociétés à responsabilité limitée, et généralement pour les produits des actions, pour les sociétés de capitaux. Alors, les rémunérations
de ces actions sous forme de dividendes. Alors les dividendes et les autres produits de participation similaires, on applique un taux de 15%, une retenue à la source de 15%. On trouve également les dividendes distribués par les OPCVM, par les OPCR, les boni de liquidation en cas de liquidation de la société. La distribution sera sous forme de boni, les réserves mises en distribution. Alors, vous avez les distributions occultes résultant du contrôle fiscal. Alors, lorsque l'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle, constate ou relève une distribution occulte, inconnue, il va procéder à un redressement de la base d'imposition de l'IS. Alors, ces distributions occultes sont imposables à un taux de 15%. Les revenus alloués aux membres non résidents du conseil d'administration sont également taxables à 15%. Et les bénéfices distribués des établissements des sociétés non résidentes également imposables à un taux de retenue à la source de 15%. Alors pour les produits de placement revenu fixe, là où il y a moins de risques que les produits des actions, et c'est pour cela qu'ils sont taxables à un taux plus élevé de 20%, on trouve les obligations, les bons de caisse, les bons de trésor, les dépôts à terme, les prêts ou avances consenties par d'autres personnes, les revenus du certificat sukuk versés par les fonds de placement collectif en titrisation aux porteurs de certificats de sukuk, tout ça sont taxables. Toutes ces opérations sont taxables à 20%. Pour les produits bruts perçus par des sociétés étrangères, nous avons les redevances pour usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et similaires. Nous avons également les redevances pour concession de licences pour exploitation de brevets et autres. Et nous avons également l'assistance technique, les rémunérations pour assistance technique. Alors, il se matérialise par l'expertise, le partage de l'information, l'enseignement, les sessions de formation, la transmission de savoir, des connaissances, les services de conseil, donc les missions d'experts. Alors, tout ça sont taxables à un taux de 10%. Les rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Maroc, également taxable à 10%. Donc, vous avez les taux de retenue à la source, 10%, 15% et 20%, trois taux. Exemple, une société étrangère a réalisé des travaux d'études de marché au profit d'une société marocaine pour un montant de 1 200 000 dirhams TTC. On vous demande de calculer la retenue à la source au titre de l'IS. Alors, nous avons le montant qui est TTC, donc le calcul se base sur le montant hors taxe. On doit déterminer le montant hors taxe, donc on va diviser par 1 plus le taux. Et étant donné que le taux est de 20%, donc on va diviser par 1,2. Donc on va prendre le montant TTC divisé par 1 plus le taux, c'est-à-dire 1,2, on trouve le montant hors taxe de 1 million. Donc 10%, ça s'applique sur le produit hors taxe. Donc 1 million fois 10%, 100 000 dirhams. Donc il va payer 100 000 dirhams au titre de l'IS, de retenir à la source de l'IS, et il va payer 20% au titre de la TVA également. Donc il va payer au Maroc 30%, si vous voulez. Nous avons également les taux et les montants de l'IS forfaitaire. Nous avons l'IS forfaitaire. Alors, on applique l'IS forfaitaire sur les, si vous voulez, les sociétés étrangères non résidentes, adjudicataires, c'est-à-dire qui a remporté, adjudicataire, c'est la personne qui a remporté le marché, adjudicataire de marché de travaux, de construction ou de montage. Donc, il y a ce qu'on appelle l'IS forfaitaire. Alors, la société adjudicataire de marché de travaux de construction ou de montage a le choix entre deux modes d'imposition à l'IS. Soit l'imposition selon les conditions de droit commun, soit l'imposition forfaitaire sur le montant hors taxe du marché conclu avec l'État. Et donc, soit il va payer 8%, soit il va opter pour l'imposition selon les conditions de droit commun et de payer l'IS conformément au taux d'imposition en vigueur. Bien. Pour la cotisation minimale,
Donc, on doit calculer l'IS sur la base du résultat fiscal, on doit calculer la cotisation minimale sur la base de cotisation minimale. Comment il est constitué la base de cotisation minimale? Alors, la base de cotisation minimale, il est constituée des éléments suivants. D'abord, nous avons le chiffre d'affaires hors taxe, les produits accessoires également au montant hors taxe, les produits financiers à l'exception des dividendes, hors dividendes, les subventions et les dons reçus au niveau des produits non courants. Donc, on constitue la base de cotisation minimale et on va multiplier par un taux. Eh bien, il y a deux taux. Il y a le taux normal, 0,5%, et le taux réduit, 0,25%. Alors, ce taux de 0,5% peut être majoré à 0,6% lorsque, au-delà de la période d'exonération, parce que la cotisation minimale, elle est exonérée pendant les 36 mois ou bien 60 mois, je vais revenir sur cette question. Alors, le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l'entreprise au titre des 2 exercices consécutifs, c'est-à-dire un déficit de 2 années consécutives. À ce moment-là, au lieu d'appliquer 0,5%, on applique 0,6%. Dans ce cas-là, on applique le taux réduit de 0,25% pour les opérations effectuées par les entreprises au titre des ventes portant sur les produits d'énergie, notamment le gaz, l'eau, l'électricité, les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, etc. Vous avez les produits de première nécessité, et particulièrement l'huile, farine, beurre et sucre. Et nous avons également les médicaments qui sont taxables à un taux réduit de 0,25%. Pour le minimum à payer, c'est 3 000 dirhams de cotisation minimale. Si l'entreprise donc le minimum à payer par l'entreprise, c'est 3 000 dirhams. Alors les exonérations. Bien sûr, contrairement à l'IS, la cotisation minimale, elle est exonérée pendant 36 mois à compter de la date de début d'exploitation ou de début d'activité, ou bien pendant 60 mois à compter de la date de création d'activité. Parfois, il y a, si vous voulez, une différence entre la date de création et la date de début d'activité, due par exemple une entreprise qui veut construire une usine. Alors la date de début d'activité, ça sera forcément différente à la date de création de la société. Pourquoi? Parce que la date de début d'activité coïncide avec la date d'autorisation de construire. Et la date d'autorisation de construire prend un peu de temps. Et donc, à ce moment-là, il y a ce décalage. Et donc, soit on va compter 36 mois à compter de la date du début d'activité, soit 60 mois à compter de la date de création de la société. Donc, si la cotisation minimale est inférieure à l'IS, donc à ce moment-là, l'impôt dû, c'est l'IS théorique. Et si la cotisation minimale est supérieure à l'IS théorique, l'impôt dû, c'est la cotisation minimale. Donc, l'entreprise doit payer le montant le plus élevé. Elle doit faire cette comparaison toujours entre la cotisation minimale et l'IS théorique et payer le montant le plus élevé. Exemple, la base de cotisation minimale de l'entreprise SGMC pour l'exercice 2020 est la suivante. Donc, vous avez un chiffre d'affaires hors taxe qui est constitué, donc l'entreprise vend du sucre, huile, farine, beurre, les autres produits d'exploitation, les autres produits alimentaires, et il a réalisé un résultat fiscal de 500 000 dirhams. On vous demande de calculer le montant de la cotisation minimale pour l'exercice 2020 et de déterminer l'impôt dû au titre de l'exercice 2020. Alors là, si vous voulez, d'après cet exemple, il y a 2 cotisations minimales parce qu'on doit appliquer le taux réduit et le taux normal. Le taux réduit sur le sucre, huile, farine, beurre et le taux normal sur les autres produits d'exploitation et les autres produits alimentaires. Les résultats, donc la cotisation minimale au taux réduit, ça vous donne 79 500 dirhams et au taux normal, 53 600 dirhams, donc avec un total de 133 100. Si on calcule l'IS théorique avec le barème, on trouve 70 000 dirhams. Donc, vous voyez que la cotisation minimale est supérieure à l'IS, donc l'impôt dû, c'est la cotisation minimale, soit un montant de 133 100 dirhams. Alors, comment on paye l'impôt dû? On paye l'impôt dû sous forme des acomptes provisionnels,
c'est sous forme d'un acompte pour chaque trimestre. Donc, chaque trimestre, on doit payer 25% ou diviser le montant de l'impôt dû sur 4. Alors, la base de l'impôt dû est de l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice précédent, et date limite de chaque acompte et avant la fin du troisième mois. Ça veut dire quoi? Le premier acompte à ne pas dépasser le 31 mars N plus 1, le paiement du premier acompte. Le deuxième acompte à ne pas dépasser le 36. Le troisième acompte à ne pas dépasser le 39. Et le quatrième acompte, le dernier acompte, à verser à l'État au plus tard le 31 décembre N plus 1. Donc, vous voyez un exemple, l'IS égale à 360 000 dirhams, et vous voyez les calculs, on multiplie par 25%, donc vous avez 90 000 dirhams pour chaque acompte, et donc le premier acompte doit être versé au plus tard le 31 mars, le 10, et ainsi de suite. Pour la régularisation de l'impôt, au niveau de la régularisation, on doit comparer entre l'impôt dû et les acomptes versés durant l'année. Les acomptes, c'est-à-dire les avances ou les acomptes avec l'impôt dû. Les acomptes, par exemple, qui ont été versés au titre de l'exercice 2020 avec l'impôt dû de l'année 2020. Donc, on doit faire cette comparaison et on dégage soit une situation de complément, soit une situation d'imputation. Alors, pour le premier cas, c'est-à-dire du complément, c'est le cas où le total des acomptes est inférieur à l'impôt dû. À ce moment-là, le complément a versé à l'État au plus tard le 31 mars N plus 1. Donc l'entreprise a payé plus que l'impôt dû durant l'année. Alors à ce moment-là, a payé moins, c'est-à-dire a payé des acomptes inférieurs à l'impôt dû. Et à ce moment-là, le complément a versé à l'État au plus tard le 31 mars. Alors pour le cas d'imputation, c'est lorsque le total des acomptes est supérieur à l'impôt dû. Ici, le montant versé à l'État était supérieur à l'impôt dû au titre de l'année en cours. Alors la différence est imputable sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l'impôt dû au titre des dits exercices. Exemple, supposons que le résultat fiscal de l'exercice N est de 1 500 000 dirhams pour un chiffre d'affaires de 20 millions de dirhams. À noter également que le montant des acomptes versés durant l'année N s'élève à 1 200 000 dirhams. Calculer l'impôt dû et procéder à la régularisation de l'impôt. Alors, comme solution, on doit calculer l'IS. Généralement, l'impôt dû, je dois calculer l'IS à la cotisation minimale et comparer entre les deux montants et prendre le montant le plus élevé comme impôt dû. Alors, l'IS est 325 000. La cotisation minimale, on a juste le chiffre d'affaires multiplié par 0,5%, donc c'est 100 000 dirhams. Donc, l'impôt dû, c'est 325 000 dirhams. Nous avons les acomptes versés au titre de l'année N, s'élève à 1 200 000 dirhams. Donc, je dois comparer l'impôt dû, 325 000, avec les acomptes versés. Donc, je dégage un excédent de paiement de combien? De 875 000 dirhams suite à cette comparaison. Et le montant de chaque compte est donc 325 000 dirhams divisé par 4 ou multiplié par 25%, et vous obtenez 81 250 dirhams. Alors, comment je vais faire l'imputation? Sous forme d'un tableau. Tableau d'imputation de l'excédent de paiement de l'IS de l'exercice N sur les acomptes provisionnels de l'exercice N plus 1. Alors, le montant des acomptes reste invariable, reste fixe, notamment 81 250 pour chaque acompte. Nous avons l'excédent de paiement de la première, au niveau du premier acompte. Nous avons un excédent de paiement de 875 000 dirhams. Donc, le reliquat restant à imputer, c'est l'excédent de paiement moins le montant de l'acompte, soit un montant de 793 750 dirhams.
Alors, au niveau du premier acompte, l'entreprise, il ne va rien payer, d'accord? Parce qu'il a toujours un excédent de paiement de 793 750 qui sera imputable sur la période suivante, sur le deuxième acompte. Donc, je prends 793 750 comme excédent de paiement, moins le deuxième acompte et toujours un excédent, un reliquat de 712 500 dirhams. Et ainsi de suite jusqu'au quatrième acompte. Et je trouve toujours un reliquat positif et donc un excédent de 550 000 dirhams à imputer sur les acomptes de l'exercice N plus 2 et ainsi de suite. Alors pour les obligations des contribuables, nous avons les obligations d'ordre comptable, nous avons les résultats d'ordre déclaratif et nous avons les obligations d'ordre fiscal. Alors, d'après l'article 145 du Code général des impôts, toute entreprise est tenue d'avoir de comptabilité et bien sûr, selon les normes de CGNC, du Code général de normalisation comptable, il doit délivrer des factures et les factures doivent comporter un certain nombre d'informations importantes, notamment vous avez le numéro de l'identifiant fiscal, le numéro de l'ICE, le destinataire, la désignation, le montant hors taxe, le taux de TVA, le montant TTC, le mode de règlement. Donc voilà, toutes les informations doivent comporter une facture, sont mentionnées au niveau de l'article 145 du Code général des impôts. Vous avez également l'article 147 qui traite le cas des sociétés étrangères, adjudicataires des marchés de travaux, de montage, etc. Ils sont tenus d'avoir un registre de comptabilité, ceux qui optent pour l'imposition forfaitaire. Et dans ce registre, il y a les honoraires, les commissions, les transferts, les livres de paie, les encaissements. Et également, il y a la tenue du livre légaux par opération réalisée au Maroc par la société dont le siège social est à l'étranger. Pour les obligations d'ordre déclaratif, donc toute entreprise doit déposer la déclaration d'existence dans de 30 jours, suivant la date de constitution de la société. Sinon, il y a une amende de 1000 dirhams. Transfert du siège social d'une ville à une autre. Donc, si l'entreprise effectue un transfert, il doit faire un PV de transfert du siège social. Et donc, là, il y a également la déclaration de transfert du siège social à déposer dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de transfert. Sinon, il y a une amende de 500 dirhams. Vous avez le cas de cessation, de cession d'activité, de fusion. Et là, il y a le traité de fusion et donc à déposer dans un délai maximum de 45 jours. Vous avez les rémunérations allouées à des tiers à déposer dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable, c'est-à-dire le 31 mars N plus 1. La télédéclaration, maintenant, il y a la télédéclaration et une déclaration, c'est-à-dire doit être effectuée procédé électronique. Les obligations d'ordre fiscal, il y a la déclaration de résultat fiscal d'abord, très important, à déposer dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable. Si l'entreprise dégage un déficit, alors je reviens au slide, alors si l'entreprise dégage un déficit, il doit déposer l'état explicatif de l'origine du déficit. Le déficit, il est dû à quoi? L'état des ventes par client professionnel qui dispose d'un identifiant fiscal, selon la loi de finances 2018, également doit être déposé, bien sûr, avec la déclaration du résultat fiscal. Vous avez la déclaration du chiffre d'affaires, elle est obligatoire pour les sociétés non résidentes imposées au régime forfaitaire à déposer avant le 1er avril de chaque année. Pour les sanctions, il y a les sanctions en matière d'assiette, il y a les sanctions en matière de recouvrement. Je commence par les sanctions en matière d'assiette. Alors, en cas de défaut ou retard dans le dépôt du résultat fiscal, il y a, si vous voulez, majoration de 5% de l'impôt dû dans le cas du dépôt du résultat fiscal, dans un délai qui ne dépasse pas 30 jours de retard. Alors, s'il dépasse 30 jours de retard, il y a, si vous voulez, majoration de 15%. Et en cas de défaut ou de déclaration incomplète, le taux est de 20% de majoration et également avec un minimum de 500 dirhams, bien sûr.
Dans le cas de défaut ou retard dans le dépôt de déclaration de rémunération allouée à des tiers, il y a une majoration de 15% du montant insuffisant avec un minimum de 500 dirhams. Et on a parlé de déclaration d'existence, une amende de 1000 dirhams. Et pour le transfert de siège, une amende de 500 dirhams en cas de défaut. En matière de recouvrement, pour le cas de paiement tardif de l'impôt, il y a une pénalité de 10%. Ou bien 5% si le paiement ne dépasse pas 30 jours de retard. Et s'il dépasse 30 jours, c'est 10%. Avec un intérêt de retard de 5% pour le premier mois et des intérêts de retard de 0,5% par mois de retard à l'infini. Donc, voilà les sanctions en matière de recouvrement. Euh, et donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.